Dans une précédente vidéo, je te présentais les 3 meilleures lois de décentralisation, c'est-à-dire celles qui, selon moi, sont un progrès pour les collectivités territoriales. Dans cette vidéo, je voudrais maintenant te présenter mon flop 3 des pires lois de décentralisation, c'est-à-dire celles qui sont une régression pour les collectivités, toujours selon moi. Pour que tu comprennes ce qu'est une loi qui va dans le bon sens selon moi, je vais reprendre les critères que j'ai utilisés dans la première vidéo, c'est-à-dire premièrement plus d'autonomie vis-à-vis de l'État, deuxièmement plus de clarté dans le qui fait quoi, et troisièmement placer les décisions au plus proche des citoyens. Donc à l'inverse, une loi de décentralisation qui va dans le mauvais sens pour moi, c'est une loi qui remet en cause l'autonomie des collectivités, qui brouille la répartition des compétences entre collectivités ou qui néglige la part centrale du citoyen dans la vie locale. C'est évident que si tu as d'autres critères pour juger de la pertinence d'une loi de décentralisation, comme la taille d'une collectivité par exemple, tu feras pas les mêmes choix que moi. Bien sûr, avant de pouvoir jouer avec ces lois, il faut les maîtriser un minimum et dans notre cours État et décentralisation, c'est ce qu'on te propose avec plusieurs outils pour bien apprendre tout ça, des mind maps, des audios, des quiz, etc. Et le tout agencé avec des propositions de calendrier de révision en fonction de tes contraintes. Si ça t'intéresse, le lien il est en description sous la vidéo. Allez, maintenant on passe au top 3, enfin plutôt au flop 3, et par ordre chronologique. Alors d'abord la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, donc dite loi RCT. Bon, là faut remettre un peu de contexte. Dans la décennie 2000-2010, on assiste à une montée de la remise en cause de l'existence des départements. On entend un peu partout que le département c'est un échelon archaïque, un échelon dépassé, un échelon qui représente plus la démographie française et en plus qui coûte cher. Ce paradigme, il monte dans la société avec le rapport Balladur en 2009, où les départements étaient invités à fusionner entre eux pour en avoir moins, et où à unifier leur organe délibérant avec celui de la région, et je t'ai mis donc un lien de ce rapport en description. Et c'est surtout avec le rapport Attali de 2008 aussi qu'on assiste à cette montée de remise en cause du département, puisque ce rapport Attali préconisait dans sa proposition numéro 260 la disparition pure et simple de l'échelon départemental, et pareil, je t'ai mis le lien de ce rapport en description. Et au final, bien que cette loi RCT de 2010, elle applique pas toutes ces recommandations qu'on a dans ces différents rapports, puisque elle ne supprime pas les départements, elle les fragilise quand même avec le début de la montée en puissance de l'intercommunalité, à travers la création des métropoles, l'achèvement aussi de la carte intercommunale telle qu'elle a été faite. Ou encore avec la création du conseiller territorial, même si, au final, il a jamais existé. Donc cette loi, pour moi, c'est un peu la rampe de lancement pour programmer l'inutilité des départements quelques années plus tard, pour les vider de leur substance en quelque sorte. Et ça a failli marcher puisque tiraillé entre la montée en puissance des intercos et la nouvelle assise des régions, ce discours anti-département était très présent jusqu'en 2015 où on nous expliquait que les compétences des départements devaient être dispatchées entre les intercos et les régions. Finalement, c'est à cette période que cette idée a été abandonnée et heureusement selon moi, parce que la plupart des politiques se sont rendus compte de l'utilité de l'échelon départemental pour agir, notamment en matière sociale et dans les territoires ruraux, où c'est un acteur majeur pour faire fonctionner les services publics, comme par exemple les routes ou les collèges. Donc oui, cette loi RCT, elle est pas si horrible au final parce que les départements y ont survécu, mais quand même c'est pas passé loin. Et les orientations prises par cette loi en matière de décentralisation ont failli aboutir à quelque chose que je souhaite pas, d'où sa présence dans mon classement. Alors ensuite, la deuxième loi, c'est la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Alors là, je pense que tu me vois arriver. Ici, ce qui me chafouine, c'est pas la partie élection et calendrier électoral, mais c'est bien ce nouveau découpage des régions, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça aboutit à des régions de taille XXL, comme la région Nouvelle-Aquitaine, qui s'étend de Poitiers à Pau, soit environ 460 km en voiture. Ça pose quand même de vraies questions de gouvernance et de logistique. En matière de gouvernance, moi perso, j'ai du mal avec l'idée qu'un échelon local, alors pas national, local, puisse prendre des décisions politiques pour des territoires éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. L'ADN de la décentralisation, c'est quand même d'agir au plus près des territoires et des citoyens. Donc je pense que même pour l'échelon régional, qui est le plus grand localement, faut rester raisonnable dans la taille. En matière de logistique, la tenue des conseils régionaux et les déplacements d'élus et d'agents en général, c'est pas sans poser de
souci d'organisation quand on a un territoire aussi vaste que quasiment un quart du pays. Et puis, ça représente un coût. En parlant gros sous, justement, j'en arrive à ma deuxième critique. Cette réforme, elle devait permettre de faire de grosses économies, environ 10 milliards d'euros selon André Valigny, qui était à l'époque secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. Mais ce qu'on constate quelques années plus tard, c'est qu'on est bien loin de cet objectif, et c'est même plutôt l'inverse qui se produit, avec des surcoûts liés à la réorganisation des services et aussi à la gestion des infrastructures. Donc on est bien loin des économies d'échelle espérées et annoncées à l'époque. Je te mets d'ailleurs un lien dans la description vers un podcast où Jean-Michel Tornary, qui travaille à la Cour des comptes, est interviewé et il donne plus de détails sur cet objectif financier raté. Et le troisième élément de critique pour moi, c'est la façon dont ça a été fait. T'as compris que pour moi, le dialogue local, c'est quelque chose d'important, que ce soit d'ailleurs entre l'État et les collectivités ou entre les collectivités et les citoyens. Et là, aucun des deux niveaux de dialogue a été respecté. Les collectivités n'ont été que très peu consultées par l'État. Allez, on a demandé juste un avis du conseil régional de la région élue lors des élections de 2015 à propos du nom et du chef-lieu définitif pour les 7 nouvelles régions. Mais bon, au final, c'est par décret que l'État a tranché. Donc on peut pas vraiment appeler ça un dialogue. Les citoyens, eux, ont été encore moins présents dans les discussions. On aurait pu organiser des référendums locaux pour demander leur avis aux gens, profiter de ce moment démocratique pour discuter utilité des régions, les compétences qu'elles ont, leur histoire, etc. Et des fusions comme en Normandie ou ailleurs, ce serait d'ailleurs peut-être également réalisé, mais en plus, il y aurait eu de véritables moments démocratiques et de débats politiques local. Au lieu de ça, la réforme a été pensée et écrite sur un bout de table, pour reprendre l'expression du démographe Hervé Lebras. Je te mets d'ailleurs un lien en description d'une de ses interviews où il revient sur cette façon de découper les régions qui prête à rire, pour reprendre encore ces mots. Pour t'illustrer cette drôle de façon de faire, il évoque notamment le cas de la région Pays de la Loire, qui en quelques heures est passée de rattachée à la région Poitou-Charentes à finalement inchangée. Et pour connaître un peu cette région personnellement, il était aussi évoqué à un moment un rattachement avec la Bretagne. Bref, tout ça, ça s'est fait dans la précipitation, en petit comité et avec des tractations de ci, de là, là où, selon moi, pour des réformes territoriales de grande ampleur, comme celle-là, il faut, à l'inverse, du temps et du dialogue avec les acteurs concernés, donc les collectivités, mais aussi les citoyens. Donc pour moi, cette loi du 16 janvier 2015, elle représente bien ce que ne devrait pas être une loi de décentralisation dans sa construction, qui a manqué de transparence et de dialogue. Ensuite, la troisième loi, c'est la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, donc la fameuse loi NOTRe. Cette loi, elle cristallise beaucoup de tensions entre les différents acteurs de la vie politique, donc notamment entre les élus locaux et le gouvernement, mais aussi au sein d'une même catégorie qu'on pourrait croire homogène. Les élus locaux, par exemple, sont très partagés sur les bienfaits ou les méfaits de cette loi. Dans son livre Le blues des maires, dont je t'ai déjà parlé, Éric Kerrouche nous indique que la réforme de la carte des intercommunalités a eu un impact négatif sur le mandat pour 56% des élus des communes de moins de 1000 habitants, alors que ce même taux, il est que de 33% pour ceux des communes de plus de 10 000 habitants. Donc tu vois que les effets d'une loi de décentralisation sont pas toujours perçus de la même façon par les élus locaux et selon en fait la réalité de leur territoire. En schématisant et à la lecture de plusieurs ouvrages et témoignages sur le sujet, on voit que cette réforme des intercos sur leur taille et leurs compétences, elle a été plutôt mal vécue dans les territoires ruraux et mieux accueillie dans les territoires plus urbains. Alors, mal vécu dans les communes rurales avec un fort sentiment de dépossession du fait à la fois des transferts de compétences obligatoires vers les EPCI et du poids aussi parfois ridicule qu'elles pèsent dans ces intercos de taille XXL. Pour le dire plus clairement, le sentiment c'est que d'un côté on nous retire des compétences et de l'autre on peut même pas peser sur la discussion au sein de l'EPCI qui les récupère du fait de notre petite taille. Parce qu'il faut savoir que dans certains EPCI, il y a plus de 100 communes membres. Par exemple, la communauté urbaine du Grand Reims
compte 143 communes. Donc forcément, c'est difficile de peser dans les discussions pour une commune de moins de 100 habitants face à Reims qui compte plus de 180 000 habitants. Bon, je connais pas le cas spécifique de cette EPCI et peut-être que ça fonctionne très bien parce que oui, il y a des intercommunalités dans lesquelles des choses sont mises en place comme des secteurs avec des représentants politiques et donc avec un dialogue qui marche très bien. Mais globalement et dans toute la France, on a de nombreux témoignages de maires qui rapportent plutôt les difficultés, voire les douleurs qu'ils ont pour agir depuis la loi NOTRe. Et cette critique, on l'entend non seulement en milieu rural par les élus locaux, mais aussi, et de plus en plus, de façon plus officielle avec, par exemple, le rapport de 2019 sur l'évaluation de l'impact de la loi NOTRe qui a été fait par des députés. Et ce rapport, clairement, il est pas tendre. En effet, dès l'introduction, on nous dit que la méthode retenue lors de l'élaboration de la loi NOTRe était inadaptée. Il n'y a pas eu de véritable étude d'impact au préalable ou même de concertation avec les élus locaux. La réforme de la carte intercommunale et des transferts de compétences étaient contraignants et rigides et les hésitations sur la suppression des départements ont aussi ajouté du flou. Bref, tout ça, ça a créé des tensions profondes entre l'État et les collectivités territoriales. Le rapport, il met aussi en avant la perte de proximité pour les citoyens avec cette volonté d'augmenter la taille des intercommunalités et le renforcement de leurs compétences. Il y a également plein d'autres points de critique dans ce rapport, mais je veux garder cette vidéo pas trop longue, donc j'y reviendrai peut-être un peu plus dans le détail dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour mes 3 pires lois de décentralisation, mon flop 3. T'as peut-être remarqué qu'elles sont à peu près dans la même période, de 2010 à 2015. C'est parce que pour moi, il y a une continuité idéologique dans ces 3 lois. Ces 3 lois plus d'autres de la même période, comme la loi MAPTAM par exemple, que j'ai pas évoquée. Cette idéologie, on la retrouve notamment dans la lutte contre ce fameux millefeuille territorial, donc qui était au cœur de toutes les discussions et qui a failli coûter la peau des départements. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce millefeuille, c'était un faux problème pour moi, parce que c'est ce qu'on pourrait appeler une banalité démocratique, selon les termes de Gérard-François Dumont. En effet, beaucoup de pays comparables à la France ont des organisations similaires, avec plusieurs couches administratives locales, tout simplement parce qu'on a besoin de ces échelles territoriales différentes selon les problématiques. Finalement, et de manière assez paradoxale, c'est après cette période-là, 2010-2015, qu'on a assisté à un début de remise en évidence du rôle essentiel de la commune et du département. Le département, il n'a pas été supprimé car tout le monde s'est rendu compte de son utilité. Et le discours n'est plus aujourd'hui, en ce qui concerne les communes, de les vider de leur substance petit à petit au profit des intercos. Au contraire, on voit bien maintenant que la priorité, c'est de remettre les communes au centre du projet intercommunal et non plus de considérer les EPCI comme un échelon un peu à part et qui existerait en fait en dehors du fait communal. Donc on verra si le projet de loi 3D va dans ce sens. En tout cas, moi c'est ce que j'espère. Maintenant, tu peux tenter l'exercice toi aussi en me disant en commentaire quelles sont les 3 pires lois de décentralisation selon toi et en essayant d'argumenter aussi un petit peu. Ça va te faire réfléchir aux lois de décentralisation, comme pour la première vidéo, au lieu d'apprendre un peu bêtement entre guillemets tes cours, là ça te permet de réfléchir aussi aux faits décentralisateurs, de te forger ton propre avis. Et puis voilà, si jamais on te questionne à l'oral sur la décentralisation, mais qu'on te demande un peu ton avis personnel, tu auras déjà réfléchi à la question avec mes 2 vidéos, donc la précédente et puis celle-ci. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!